Les mathématiques, un pilier de l'architecture. Le lien entre les maths et l'architecture remonte très loin dans le temps, lorsque ces deux disciplines étaient pratiquement indiscernables. La splendeur des pyramides et des temples représente un des exemples les plus anciens de ces principes mathématiques. Comme le démontrait la diapositive précédente, trois infrastructures ont mis en perspective les mathématiques, dont le premier le Tetrahedral Shaped Church, le deuxième le Taj Mahal et le troisième le Pentagonal Philotactic Greenhouse and Education Center. Le Taj Mahal a une réflexion symétrique. De plus, le Pentagonal Philotactic Greenhouse and Education Center a été inspiré des nombres de Fibonacci, c'est-à-dire une suite de nombres entiers dont chacun d'eux est égal à la somme des deux termes qui le devancent. La suite est reliée au nombre d'or. Les architectes ont utilisé des principes géométriques depuis l'Antiquité temps pour créer des formes considérées comme harmonieuses. Les architectes Michael Ostad et Kim Williams ont été les premiers à envisager un lien étroit avec l'architecture et les mathématiques. Il y a différents motifs d'utilisation lorsqu'on parle d'architecture. Tout d'abord, pour définir la forme d'une infrastructure. Deuxièmement, utilisé pour élaborer des formes qui étaient considérées comme harmonieuses. L'architecture particulière du Centre national de nations de Pékin dans lequel s'est déroulées les épreuves des Jeux olympiques en 2008 a une façade tapissée de cellules vitrées. En effet, les architectes australiens de la firme PTW responsable de la construction s'étaient plutôt inspirés de la forme de bulles sur l'eau. Le sujet qu'on va aborder, c'est la conjecture de Kelvin. Et oui, une conjecture, le mot qui a traumatisé tous les élèves de secondaire 4 en juin 2017. Plusieurs polyèdres ont la capacité de combler un espace donné complètement, sans laisser de trou vide lorsqu'ils sont placés côte à côte. Ces arrangements sont appelés nids d'abeilles. C'est suite à cette constatation que Lord Kelvin s'est interrogé: quel est le nid d'abeille qui, avec des cellules de même volume, a la surface la plus petite? Parmi les nids d'abeilles, il y a le cube. Son volume considérable fait en sorte que la plupart des pièces des bâtiments modernes ont cette forme. L'aire combiné de ces surfaces est très élevé, donc ce n'est pas une solution idéale au problème. Il y a la sphère qui a la plus petite aire par centimètre cube. Il est possible de créer un nid d'abeilles avec des sphères puisqu'il y aurait toujours de l'espace inutilisé dissimulé entre les différents côtés, la surface de contact entre les sphères étant trop minime. En 1887, Lord Kelvin a affirmé que la solution à son problème était l'octaèdre tronqué. Ce solide possède 8 faces hexagonales régulières et 6 faces carrées. Il s'est inspiré des ruches d'abeilles pour élaborer sa théorie. En effet, l'hexagone est le polygone qui a le moins de surface de contact par une aire donnée. Le solide composé du même polygone aurait le même effet en 3 dimensions. Il a pu venir à cette conclusion grâce aux lois de Plateau qui stipulent que les parois du solide doivent se rencontrer à un angle de 120 degrés. Le théoricien a aussi convenu que la structure suivrait la forme de body-centered cubic. La structure possède 6 carrés, la formule de seul carré étant a à la 2. Si on en a 6, c'est sûr que ça va être 6a à la 2. Elle possède aussi 8 hexagones. L'aire de la formule d'un seul hexagone, c'est 3 racines carrées de 3 divisé par 2a à la 2. Puis la formule des hexagones par 8, ensuite il faut la mettre avec celle des carrés, c'est qui va nous donner 6a à la 2 plus 8 fois 3 fois racine carrée de 3 divisé par 2a à la 2. 6 en évidence, on obtient que l'aire de la figure, c'est environ 26,78a à la 2. Plusieurs autres théoriciens comme Williams, Ross, Princeton et Levinson ont apporté des contributions notables mais ont échoué à prouver la nature de la conjecture. Les mathématiciens Ware et Phelan ont convenu qu'il fallait plutôt utiliser le dodécaèdre irrégulier et le tétracaïdécaèdre irrégulier. Le tétracaïdécaèdre irrégulier possède 12 pentagones et 2 hexagones. Le dédocaèdre irrégulier possède 12 pentagones. La structure de Ware-Phelan a été construite à l'aide de la simulation électronique, mais on peut se baser sur des lois euclidiennes. Par exemple, pour le tétracaïdécaèdre, il faut définir la grandeur du losange en utilisant un ratio de 2
pour 1 pour la grandeur des diagonales. Deuxièmement, copier le losange et effectuer une rotation de 90 degrés. Troisièmement, connecter les sommets. Quatrièmement, connecter aussi les sommets sur les côtés pour créer des triangles équilatéraux. Cela donnera un polyèdre avec 10 côtés. Sixièmement, tracer la petite diagonale et la copier à une distance de 3,7 U. Septièmement, placer le milieu de deux sphères au sommet du polygone en s'assurant que l'extrémité du sommet arrive au milieu de la sphère. Pour la huitième et dernière étape, en reliant les points, on peut trouver les différents arrêts du polygone. Pour les différentes structures, il faut établir un rapport qui se calcule avec l'aire de la surface sur la racine cubique du carré du volume. Pour le cube, il est de 6, c'est la plus grande mesure qu'on peut avoir, et pour le cercle, il est de 4,8, qui est la plus petite mesure qu'on peut avoir. Pour le rapport de Kelvin, on prend le même rapport qui est de 5,3. Et pour ce qui est de la structure de Weyl et Fallon, on doit additionner les deux rapports des deux scellés différents, donc ça nous donne 5,8. Cela correspond à une diminution de 0,3%. Si jamais vous vous dites que vous n'êtes pas assez productif, dites-vous juste que ça leur a pris 150 ans de recherche pour arriver à un avancement de 0,3%. Comme on dit, on avance lentement mais sûrement. Non mais sans blague, cela permet de réduire des coûts dans l'architecture car il y a eu moins de matériaux utilisés. Le prochain problème qu'on va vous présenter, c'est la bissectrice d'Abul-Wafaa. La régularité et la répétition des motifs sur les infrastructures du Moyen-Orient ont attiré plusieurs esprits curieux. À l'époque de leur construction, les systèmes n'étaient pas encore informatisés, donc il fallait trouver d'autres alternatives. C'est dur à croire, mais Wikipédia et Google n'ont pas toujours existé. Abul-Wafaa, un célèbre mathématicien de l'Empire perse, avait trouvé une manière de construire un carré dont l'aire est le triple d'un carré donné. Il faut tout d'abord construire 3 carrés identiques. Parmi ceux-ci, 2 doivent être scindés en deux en partant de 2 sommets opposés, comme la figure 1 et 2. On se retrouve donc avec 4 triangles rectangles isocèles et un carré. Les triangles doivent être placés autour du carré, comme sur la figure en bleu. Ensuite, on doit relier les sommets de chaque triangle pour former le carré qui est en rouge. Le carré rouge est alors assuré d'avoir la même aire que le triple d'un petit carré. Il faut prouver que tous les triangles sont isométriques. Les deux angles ci-joints sont isométriques puisqu'ils sont opposés par le sommet. Les deux côtés ont la même mesure puisqu'ils représentent tous les deux un des côtés isocèles du triangle. En d'autres mots, puisqu'ils représentent le même côté, ils ont la même mesure. Les deux angles en bleu et en rouge sont isométriques puisqu'ils représentent le même angle dans le triangle. En effet, puisque les triangles sont isocèles, cela veut dire qu'ils ont un angle de 90 degrés et deux de 45 degrés. L'angle en rouge représente un des deux angles de 45 degrés du deuxième triangle. Puisqu'on sait que l'angle en rouge et l'angle en orange sont complémentaires, et puis que l'angle en rouge mesure 45 degrés, on peut aussi assumer que l'angle en orange mesure 45 degrés. Les deux angles violets sont congrus entre eux et les deux angles jaunes sont congrus entre eux. Puisqu'ils ont la même mesure, il est possible de déduire que les angles roses sont isométriques. Il est désormais possible d'affirmer que les deux triangles sont isométriques puisqu'ils respectent les conditions ACA. Cela est valable pour tous les petits triangles. Bien entendu, il faut aussi prouver que la figure qui est obtenue, c'est un carré, parce que si c'est pas un carré, la solution marche pas vraiment. L'angle F'G' est égal à 90 degrés puisqu'il est dans un triangle rectangle et une des composantes d'un triangle rectangle est d'avoir un angle droit. Le triangle E'F' et le triangle FG'H sont isométriques car on vient de le prouver précédemment. Puisqu'on sait que ces deux triangles sont isométriques, on peut affirmer que l'angle H'FG' et l'angle F'E' sont égaux. De plus, on sait que l'angle E'FH' est égal à l'angle E'FF' plus 90 degrés moins l'angle H'FG'.
La figure de gauche représente l'angle F'F', tandis que la figure de droite représente l'angle de 90 degrés. Sur l'image de gauche, on voit l'angle H'FG' superposé sur l'angle droit, tandis que sur l'image de droite, on voit le même angle, mais on voit aussi l'angle E'F et F'. Donc, lorsqu'ils sont côte à côte, on se rend compte que dans le fond, c'est le même angle, ils ont la même mesure. Puisqu'ils ont la même mesure, on peut donc dire que ces angles vont s'annuler. L'angle E'FH' mesure 90 degrés et c'est la même chose pour tous les autres angles, puisque le processus est le même, mais c'est juste que les lettres changent. Finalement, on peut conclure que l'aire du carré EFG est le triple de l'aire du carré ABCD. Puisque tous les petits triangles sont isométriques, les espaces vides à l'intérieur du carré EFGH sont comblés par ceux-ci comme illustré ci-dessous. On sait donc que la totalité des trois carrés a été utilisée. Il faut voir ce principe un peu comme un casse-tête. Par exemple, le triangle rouge, celui qui se situe à l'extérieur est le même que celui à l'intérieur. Donc puisqu'ils sont pareils, c'est comme si celui à l'extérieur venait prendre la place de celui à l'intérieur. C'est la même chose pour le vert, pour le mauve et pour le bleu. En fait, le concept peut paraître un peu flou jusqu'à ce qu'on le mette en pratique. Par exemple, si on a un carré de 25 cm², puis on veut faire un carré qui a le triple de son aire, donc logiquement, l'aire du grand carré va être de 75 cm². Pour l'aire d'un carré, il faut élever son côté à la 2. Donc logiquement, pour trouver la mesure d'un carré, il faudrait faire la racine carrée de son aire. Pour le grand carré, il faut faire la racine carrée de 75. Donc la mesure d'un côté donne 8,66 et vraiment beaucoup de chiffres que j'ai pas envie de prononcer. Donc fabriquer un carré qui a une aire de 75 cm² à l'aide d'une règle, ça serait vraiment très compliqué et très imprécis. Donc c'est pourquoi, dans un cadre professionnel, il est optimal d'utiliser la bissectrice d'Abulhofer. Bien évidemment, ce concept, ça s'applique pas juste au nombre 75. Dans le fond, ça s'applique à tous les nombres qui sont pas carrés. Donc dans le fond, si on fait leur racine carrée, et puis ça donne pas vraiment un beau chiffre, ben, c'est vraiment optimal d'utiliser la bissectrice d'Abulhofer pour obtenir des résultats qui sont plus précis.